La France, l'un des pays les plus riches et les plus admirés au monde, est en train de vivre une crise que beaucoup n'avaient pas vu venir. Aujourd'hui, dans certaines villes, des familles qui travaillent dur n'arrivent plus à payer un logement correct. Des étudiants dorment dans leur voiture, des retraités comptent chaque pièce avant de faire leurs courses. Et pendant ce temps, les loyers continuent de grimper, les prix explosent et les rues de grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon racontent une réalité bien plus sombre que les cartes postales. Alors, comment un pays aussi puissant a-t-il pu en arriver là? Comment peut-on avoir un emploi, faire tout comme il faut et malgré tout glisser vers la précarité? Et surtout, pourquoi cette crise semble-t-elle s'aggraver même quand on nous dit que la situation est sous contrôle? Ce qui se passe en France n'est pas seulement une histoire de logement trop cher, c'est une chaîne de problèmes qui touche tout. Le coût de la vie, le pouvoir d'achat, les familles, les jeunes, les travailleurs et même ceux qui pensaient être à l'abri. Derrière les façades élégantes et les grandes avenues, quelque chose est en train de se fissurer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 raisons les plus choquantes derrière la crise du logement, l'inflation et la montée de la précarité en France. Et certaines d'entre elles risquent vraiment de vous surprendre. Numéro 1. Paris est devenu le symbole d'un marché du logement invivable. Paris fait rêver le monde entier. Ses monuments, ses cafés, ses avenues, son histoire, tout donne l'image d'une ville élégante, brillante, presque parfaite. Mais derrière cette beauté, une autre réalité s'impose de plus en plus durement. Pour beaucoup de Français, vivre à Paris n'est plus un rêve, c'est devenu un combat quotidien. Le vrai problème, ce n'est pas seulement que les logements sont chers, c'est que pour des milliers de personnes, ils sont devenus presque hors d'attente. Des salariés avec un revenu stable, des jeunes couples, des étudiants, des familles avec enfants, même des personnes qui ont un travail régulier, peinent aujourd'hui à trouver un appartement correct. Et quand ils en trouvent un, il est souvent trop petit, trop loin ou trop coûteux pour leur budget. Peu à peu, Paris est devenu une ville où rester demande de plus en plus de sacrifices. Certains quittent le centre pour aller toujours plus loin, vers la périphérie, vers des zones où les trajets sont plus longs et la fatigue plus lourde. D'autres acceptent de vivre dans des espaces étroits, parfois mal entretenus, juste pour ne pas perdre leur place dans la capitale. Et pendant ce temps, la pression continue de monter. Ce qui rend Paris si symbolique, c'est qu'elle montre quelque chose de plus grand. Quand une ville devient trop chère pour ses enseignants, ses infirmiers, ses employés, ses serveurs, ses retraités ou ses jeunes actifs, alors ce n'est plus seulement une crise immobilière, c'est une crise sociale. Une ville ne peut pas rester vivante si ceux qui la font tourner chaque jour ne peuvent plus y vivre dignement. Dites-moi en commentaire, selon vous, Paris est-elle encore une ville pour les habitants ordinaires ou seulement pour les plus aisés? Et si vous voulez comprendre les autres raisons qui ont plongé la France dans cette situation, abonnez-vous maintenant, car la suite devient encore plus troublante. Numéro 2. La construction de logements a ralenti au pire moment. L'un des problèmes les plus graves en France, c'est que le nombre de logements disponibles n'a pas suivi le rythme des besoins. Et c'est là que la crise devient encore plus inquiétante. Car pendant que la population continue d'évoluer, que les familles se recomposent, que les étudiants se déplacent pour leurs études et que de plus en plus de personnes cherchent à vivre près des grandes villes, la construction, elle, a nettement ralenti. Autrement dit, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent un toit, mais pas assez de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et quand l'offre ne suit plus, les prix montent, la concurrence devient plus dure et les plus fragiles sont les premiers à être exclus. Des villes comme Toulouse, Nantes, Montpellier ou Lyon attirent depuis des années de nouveaux habitants. On y trouve des emplois, des universités, des transports, des services, une vie économique active. Sur le papier, cela semble être une bonne nouvelle. Mais dans la réalité, ces villes subissent une pression de plus en plus forte. Plus de monde arrive, plus de logements sont demandés, mais la réponse ne va pas assez vite. Résultat, les loyers augmentent, les achats deviennent plus difficiles et les habitants ont le sentiment que tout se resserre autour d'eux. Ce ralentissement de la construction n'est pas un détail technique, c'est un point central de la crise. Car lorsqu'un pays ne bâtit pas assez au moment où les besoins explosent, il prépare une pénurie. Et une pénurie de logements ne crée pas seulement des difficultés financières, elle crée aussi de l'angoisse, de l'attente, de l'instabilité et un profond sentiment d'injustice. Peu à peu, l'idée même de trouver un logement correct dans une grande ville devient un parcours épuisant. Il faut chercher plus longtemps, accepter moins bien, payer davantage ou s'éloigner encore. Et c'est ainsi que la crise s'installe, non pas d'un seul coup, mais lentement, logement après logement, refus après refus, jusqu'à étouffer toute une partie de la population. Numéro 3. L'inflation n'avait pas besoin d'être énorme pour faire basculer les familles.
Quand on parle d'inflation, beaucoup imaginent un mot lointain, presque abstrait, réservé aux économistes ou aux débats politiques. Mais dans la vie réelle, l'inflation ne se présente pas comme une formule compliquée. Elle se glisse dans le quotidien, discrètement, puis brutalement. C'est le panier de courses qui coûte plus cher. C'est la facture d'électricité qui tombe au mauvais moment. C'est le plein de carburant qui oblige à renoncer à autre chose. Et pour des millions de familles en France, ce n'est pas un simple inconfort, c'est un basculement. Le plus frappant, c'est qu'il n'est même pas nécessaire que les prix explosent de façon spectaculaire pour faire très mal. Il suffit que tout augmente un peu, en même temps. Le loyer, l'alimentation, l'assurance, les transports, le chauffage, les dépenses pour les enfants, les frais imprévus. Pris séparément, chaque hausse semble supportable, mais ensemble, elles forment un étau. Et cet étau serre de plus en plus fort. Dans des villes comme Lille, Marseille ou Lyon, beaucoup de foyers ont le sentiment de travailler autant qu'avant, parfois davantage, tout en vivant moins bien. Le revenu entre, mais il repart presque aussitôt. À la fin du mois, il ne reste presque rien. Et quand il ne reste rien, le moindre problème devient une menace. Une panne de voiture, une réparation dans le logement, une dépense de santé, une hausse de charges, et tout l'équilibre peut s'effondrer. C'est cela que beaucoup de responsables oublient. Les gens ne vivent pas l'inflation comme un chiffre, ils la vivent comme une fatigue mentale, une inquiétude constante, une impression de courir sans jamais rattraper les dépenses. Et lorsque cette pression s'ajoute à des loyers déjà trop élevés, le logement devient bien plus qu'un poste de dépense, il devient le centre d'une angoisse permanente. Voilà pourquoi cette crise est si profonde. Ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une question de souffle, de dignité et de survie pour des foyers qui sentent chaque mois le sol se dérober un peu plus sous leurs pieds. Numéro 4. Les loyers ont augmenté plus vite que le sentiment de sécurité. Dans une crise du logement, on parle souvent des prix. Mais ce que l'on oublie, c'est l'effet profond que la hausse des loyers provoque dans la vie des gens. Car un loyer trop élevé ne vide pas seulement un portefeuille, il vole aussi la tranquillité, la stabilité et, peu à peu, le sentiment de sécurité. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans de nombreuses villes françaises. À Paris, Lyon, Bordeaux ou Nice, de plus en plus de personnes ont le sentiment de vivre sur un fil. Chaque mois commence avec une inquiétude silencieuse. Est-ce que tout pourra être payé sans incident? Est-ce qu'il restera assez pour manger correctement, se déplacer, aider ses enfants ou simplement respirer un peu? Quand le loyer prend une place trop lourde dans le budget, tout le reste devient fragile. Cette hausse a aussi changé la manière de vivre. Des jeunes adultes repoussent leur départ du foyer familial, des couples restent dans des logements trop petits faute de mieux, des colocations se multiplient, non par choix, mais par nécessité. Des salariés acceptent des trajets de plus en plus longs, quittant les centres-villes pour s'installer plus loin, là où les prix semblent un peu moins étouffants. Mais ce compromis a lui aussi un coût. Plus de fatigue, moins de temps libre, plus de stress. Le plus inquiétant, c'est que cette situation finit par paraître normale. On s'habitue à chercher pendant des mois, on s'habitue à visiter des logements trop chers, trop étroits, parfois en mauvais état. On s'habitue à faire des sacrifices qui, autrefois, auraient semblé impensables. Et c'est là que la crise devient dangereuse, quand l'exception devient la règle. Un logement devrait être un lieu de repos, de protection, de stabilité. Pourtant, pour beaucoup de Français, il est devenu une source permanente de tension. Ce n'est donc pas seulement une crise des loyers, c'est une crise de la vie quotidienne, une crise de l'équilibre, où des millions de personnes avancent avec la peur constante de ne plus pouvoir tenir. Numéro 5. Les locations de courte durée ont transformé des quartiers entiers. Dans plusieurs grandes villes françaises, un autre phénomène a aggravé la crise du logement sans toujours faire assez de bruit. La multiplication des locations de courte durée. Au départ, cela pouvait sembler pratique, moderne, presque anodin. Pour certains propriétaires, louer un appartement pour quelques nuits à des visiteurs paraissait plus rentable, plus souple, plus intéressant qu'une location classique. Mais à grande échelle, cette logique a fini par bouleverser l'équilibre de quartiers entiers. À Paris, Marseille, Lyon, Nice ou Bordeaux, des logements qui auraient pu accueillir des habitants à l'année ont progressivement été retirés du marché traditionnel. Et quand moins de logements restent disponibles pour les familles, les étudiants, les jeunes travailleurs ou les retraités, la pression monte immédiatement. Trouver un appartement devient plus difficile, les loyers montent encore et les habitants ordinaires se retrouvent en concurrence pour un nombre de biens de plus en plus réduit.
Le changement ne se voit pas seulement dans les chiffres, il se ressent dans l'ambiance même des immeubles et des rues. Là où vivaient autrefois des voisins qui se connaissaient, on voit parfois défiler des voyageurs différents chaque semaine. Les valises remplacent les liens de quartier. Les commerces eux-mêmes s'adaptent peu à peu à une clientèle de passage, et non plus à des habitants installés. Le quartier continue de vivre, mais il change de visage. Il devient moins stable, moins familier, moins accessible à ceux qui y ont grandi. Bien sûr, les locations de courte durée ne sont pas l'unique cause de la crise, mais elles ont clairement accentué un problème déjà très grave. Car dans un marché immobilier tendu, chaque logement compte. Et quand trop d'appartements cessent d'être des foyers pour devenir des hébergements temporaires, ce sont les habitants permanents qui paient le prix. Le plus troublant, c'est que cette transformation se fait souvent lentement, presque silencieusement. Puis un jour, les habitants réalisent que leur propre quartier n'est plus vraiment fait pour eux. Et à ce moment-là, la crise du logement cesse d'être une simple question de toit, elle devient aussi une question d'appartenance, d'enracinement et de droit de rester dans sa propre ville. Numéro 6. Le logement social n'a pas pu absorber le choc. Quand le marché privé devient trop cher, trop tendu, trop brutal, beaucoup de personnes se tournent naturellement vers une autre solution, le logement social. En théorie, il devrait jouer le rôle de protection, de filet de sécurité, de rempart contre la précarité. Il devrait permettre à ceux qui ont des revenus modestes, des charges lourdes ou une situation fragile de continuer à vivre dignement. Mais en France, ce rempart a fini par être submergé. Le problème, ce n'est pas seulement qu'il existe du logement social. Le vrai problème, c'est qu'il n'y en a pas assez là où la demande explose le plus. Dans la région parisienne, à Marseille, à Lille et dans bien d'autres zones sous tension, les demandes s'accumulent, les délais s'allongent et l'attente devient parfois interminable. Des familles patientent pendant des mois, parfois des années, sans savoir quand une solution pourra enfin se présenter. Entre-temps, elles continuent à payer trop cher, à vivre trop serré ou à dépendre d'une situation provisoire qui dure. Et ce sont toujours les plus vulnérables qui encaissent le plus durement ce manque de place. En seuls, les personnes âgées, les salariés modestes, les personnes en situation de handicap, les jeunes en début de vie active, ceux qui sortent d'une séparation ou d'une période d'instabilité, pour eux, l'absence de logement abordable n'est pas un simple désagrément. C'est une menace directe contre l'équilibre de leur vie. Ce qui rend la situation encore plus grave, c'est que le logement social ne manque pas seulement en quantité. Il manque aussi parfois au bon endroit, au bon moment ou dans des conditions qui correspondent aux besoins réels. Une famille a besoin d'espace, une personne âgée a besoin d'accessibilité, un salarié a besoin d'un logement proche de son travail. Quand ces conditions ne sont pas réunies, même une aide partielle ne suffit pas. Et c'est ainsi que le système se bloque. Quand le marché privé devient inaccessible et que le logement social ne peut pas suivre, il ne reste plus de véritable échappatoire. La crise cesse alors d'être une difficulté passagère, elle devient une impasse, où des milliers de personnes avancent sans solution claire, avec l'impression d'être oubliées par un système qui n'arrive plus à les protéger. Numéro 7. Le sans-abrisme augmente parce que le filet de protection est saturé. Quand on voit une personne dormir dans la rue, beaucoup imaginent encore qu'il s'agit d'un cas isolé, d'un accident de parcours, d'une histoire individuelle, difficile, mais rare. Pourtant, la réalité est bien plus grave. Le sans-abrisme n'apparaît presque jamais d'un seul coup. Il arrive souvent à la fin d'une longue descente, faite de loyers trop lourds, de dettes qui s'accumulent, de ruptures familiales, de travail instable, de fatigue mentale et d'aides qui n'arrivent plus à temps. En France, ce chemin devient de plus en plus fréquent. À Paris, Marseille, Lyon ou Toulouse, la pression sur les dispositifs d'urgence est immense. Trop de personnes demandent de l'aide et les places disponibles ne suivent pas. Des familles, des femmes seules, des jeunes, des travailleurs précaires, des personnes âgées, parfois même des salariés avec un revenu, se retrouvent à frôler ou à basculer dans une grande précarité. Ce qui choque le plus, c'est que beaucoup ne correspondent pas à l'image ancienne que certains se font encore de la rue. La fragilité a changé de visage. Le plus inquiétant, c'est que lorsque le système de secours est saturé, chaque problème devient plus violent. Une expulsion, une séparation, une perte d'emploi, une facture impossible à payer et il n'existe plus assez de solutions pour empêcher la chute. Ce qui aurait pu être une difficulté temporaire devient alors une spirale. On passe d'un logement fragile à un hébergement provisoire, puis d'un hébergement provisoire à l'incertitude totale. Et cette incertitude détruit bien plus qu'un confort matériel.
Elle abîme la santé, le sommeil, la dignité, les liens familiaux, la capacité à travailler, à chercher un emploi, à rester stable. C'est pour cela que le sans-abrisme n'est pas seulement le résultat de la pauvreté, c'est aussi le signe qu'un pays n'arrive plus à protéger ceux qui vacillent. La rue n'est presque jamais le début de l'histoire, elle est souvent la dernière étape d'une série d'échecs accumulés. Et quand de plus de personnes arrivent jusque-là, cela veut dire qu'au-dessus d'elles, tout le filet de protection est déjà en train de céder. Numéro 8. La crise s'étend désormais aux banlieues et aux villes autrefois plus abordables. Pendant longtemps, beaucoup de Français pensaient que la crise du logement concernait surtout quelques grandes villes très connues, comme Paris ou Lyon. L'idée semblait simple, le centre des grandes métropoles était devenu trop cher, mais en s'éloignant un peu, il devait encore être possible de trouver quelque chose de plus accessible. Pendant un temps, cela était vrai, mais aujourd'hui, cette frontière est en train de disparaître. La pression immobilière ne reste plus enfermée dans les centres-villes. Elle se propage vers les banlieues, les communes voisines, puis vers des villes autrefois considérées comme plus respirables. Des endroits comme Saint-Denis, Roubaix, Montpellier, Nantes ou Rennes ressentent à leur tour cette tension grandissante. Qui paraissait autrefois plus abordable attire désormais davantage de monde, et cette nouvelle demande fait monter les prix, réduit les possibilités et rend la recherche d'un logement de plus en plus difficile. Le mécanisme est brutal mais facile à comprendre. Quand les habitants ne peuvent plus rester dans les zones les plus chères, ils se déplacent vers d'autres secteurs. Ensuite, ces secteurs deviennent eux aussi plus demandés. Puis les loyers y montent, les biens se raréfient et ceux qui vivaient déjà là commencent à ressentir la même pression. C'est comme une vague qui avance. Elle ne détruit pas tout d'un coup, mais elle finit par toucher chaque rive. Le plus inquiétant, c'est que cette extension de la crise donne à beaucoup de personnes le sentiment qu'il n'existe plus de refuge. Avant, on pouvait encore espérer s'éloigner pour respirer un peu. Aujourd'hui, même cette stratégie devient plus difficile. On part plus loin, on passe plus de temps dans les transports, on s'éloigne de son travail, de sa famille, de ses habitudes, sans toujours retrouver un vrai soulagement. Et c'est là que la crise change de nature. Elle n'est plus seulement concentrée dans quelques zones symboliques, elle redessine peu à peu toute la carte de l'accessibilité en France. Ce ne sont plus seulement les grandes villes qui deviennent difficiles à vivre, ce sont aussi les marges, les périphéries et les villes secondaires qui commencent à porter le même poids, avec la même fatigue, la même inquiétude et la même sensation d'étouffement. Numéro 9. L'emploi et le logement ont cessé d'avancer ensemble. Dans un pays en bonne santé, lorsqu'une ville crée des emplois, elle devrait aussi permettre à ceux qui y travaillent de s'y loger dignement. C'est une logique simple. Si une ville attire des entreprises, des services, des universités, des hôpitaux ou des activités nouvelles, elle doit pouvoir accueillir les personnes qui la font fonctionner chaque jour. Mais en France, ce lien entre l'emploi et le logement s'est peu à peu cassé. Et c'est l'une des raisons les plus profondes de la crise actuelle. Des villes comme Toulouse, Lyon, Paris ou Marseille continuent d'attirer des travailleurs, des étudiants, des jeunes actifs et des familles en quête de stabilité. Sur le papier, cela ressemble à une réussite. Plus d'activités, plus d'opportunités, plus de dynamisme. Pourtant, derrière cette image positive, une faille s'agrandit. Les emplois arrivent souvent plus vite que les logements accessibles. Le résultat est brutal. Des personnes trouvent du travail, mais ne trouvent pas de logement correct à une distance raisonnable. D'autres acceptent un poste, puis découvrent que vivre à proximité coûte trop cher. Certains sont contraints de faire de longs trajets chaque jour, parfois au prix d'une fatigue écrasante. D'autres renoncent à certaines opportunités, simplement parce qu'ils ne peuvent pas se loger sans mettre tout leur budget en danger. Ce décalage finit par abîmer toute l'organisation de la vie quotidienne. Le temps passé dans les transports augmente, la vie familiale se complique, le repos diminue, la santé mentale s'use. Et peu à peu, même le fait d'avoir un emploi ne suffit plus à garantir une vraie stabilité. C'est là que la situation devient profondément troublante. Le travail, qui devrait protéger, ne protège plus autant qu'avant. Une ville peut donc sembler prospère tout en devenant pour une partie de sa population presque invivable. Elle peut créer de la richesse sans offrir de sécurité. Elle peut donner l'image du mouvement tout en fabriquant de l'épuisement. Et lorsque l'économie avance d'un côté pendant que le logement reste bloqué de l'autre, ce sont les habitants ordinaires qui se retrouvent coincés au milieu, forcés de porter à eux seuls le poids d'un système devenu déséquilibré. Numéro 10. Les réponses de l'État ont souvent été trop lentes, trop fragmentées ou trop faibles. Face à une crise aussi profonde, beaucoup de Français ont attendu une réponse forte, claire et rapide. Après tout, lorsqu'un pays voit ses loyers grimper, ses logements manquer, ses familles s'épuiser et sa précarité s'aggraver,
il semble naturel d'imaginer une réaction massive. Pourtant, l'un des aspects les plus troublants de cette crise, c'est justement l'impression que les réponses apportées n'ont jamais vraiment été à la hauteur du choc. Bien sûr, des mesures ont existé. Certaines villes ont tenté de freiner les hausses, d'encadrer certaines pratiques, de construire davantage ou de protéger les plus fragiles. Des responsables ont promis des changements, annoncé des plans, présenté des solutions. Mais sur le terrain, beaucoup de citoyens ont eu le sentiment que tout avançait trop lentement, comme si les décisions arrivaient toujours après l'aggravation du problème. Le vrai souci, c'est que la crise du logement ne se résout pas avec une seule annonce ou une seule règle. Elle touche à tout: la construction, les autorisations, les coûts, la fiscalité, les transports, les logements sociaux, les centres-villes, les banlieues, les hébergements d'urgence, les zones touristiques. Et quand les réponses sont dispersées, partielles ou mal coordonnées, elles perdent de leur force. On répare un coin du système pendant qu'un autre continue de se fissurer. Pendant ce temps, les habitants, eux, ne vivent pas dans les délais administratifs. Ils vivent dans l'urgence. Ils vivent avec un bail qui se termine, une facture qui arrive, une recherche qui n'aboutit pas, un enfant à loger, un travail à conserver, une peur de devoir partir encore plus loin. C'est cela qui rend la lenteur si douloureuse. Pendant que les institutions réfléchissent, les vies, elles, continuent de se compliquer. Et plus une crise dure, plus elle devient difficile à corriger, car les dommages s'accumulent. Les quartiers changent, les familles s'endettent, les plus fragiles tombent, et la confiance s'effrite. Voilà pourquoi beaucoup ont aujourd'hui le sentiment que le problème n'est plus seulement la crise elle-même. Le problème, c'est aussi le retard pris pour la regarder en face, et pour agir avec l'ampleur qu'elle exigeait depuis longtemps. Si ce sujet vous a marqué, dites-nous en commentaire la scène, la ville ou la vérité qui vous a le plus bouleversé. Votre regard peut lancer une vraie discussion. Regardez aussi notre vidéo précédente car elle révèle d'autres réalités que beaucoup préfèrent ignorer. Et si vous voulez nous aider à continuer ce travail sérieux, humain et approfondi, abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prend qu'un instant, mais pour nous, cela change énormément. Votre soutien nous donne la force de continuer à créer des vidéos dans lesquelles nous mettons énormément de temps, d'énergie et de cœur.